Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Notre Histoire que nous consacrons à une période clé de l'histoire du Bénin qui a commencé le 26 octobre 1972. Vous comprenez bien, mesdames et messieurs, nous parlons de la période de la révolution populaire du Bénin avec un acteur important du moment, Ousmane Batoko. Il est en ligne avec nous. Ousmane Batoko, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été plusieurs fois ministre, notamment pendant la période de la Révolution. On peut dire les choses de manière chronologique. Vous étiez de 1977 à 1981 le chef de district de Savalou, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de 1985 à 1988. Ensuite, vous avez été ministre de l'Information et de la Communication de 1988 à 1990. Tout ça, comme je le disais, c'était au cours de la période révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous a autant motivé à travailler pour ce régime que beaucoup de Béninois ont décrié? Bon, je crois que beaucoup de Béninois ont décrié le régime de la révolution ou le régime du PFPB à la fin de son existence. Sinon, c'est un régime que je qualifie, moi, et personnellement, de régime populaire. Populaire, oui. D'abord parce que rien ne se faisait sans l'application de ce qu'on appelait à l'époque la mise en œuvre du centralisme démocratique et de la Ligue de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne se faisait sans l'information, voire l'acquiescement ou l'approbation du peuple à travers les structures qui le représentaient. Il y avait nous qui constituions l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, il y avait l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, il y avait l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, qui était la fédération nationale de tous les syndicats de base. Je dis bien de tous les syndicats de base. Il y avait les comités révolutionnaires de la Révolution, le comité de défense de la Révolution, le CDR. Et ces CDR étaient en parallèle dans toutes les administrations, dans toutes les structures, y compris dans les entreprises privées. Le comité de défense de la Révolution. Je vous dis, monsieur, ma pauvre existence de citoyen dahoméen et béninois, y compris aujourd'hui, sous le renouveau démocratique, je vous dis qu'aucun régime n'a autant mobilisé la population et le peuple que ce régime du PPB. L'exemple simple que je vous donne, oui. Attendez, l'Assemblée nationale révolutionnaire, donc l'Assemblée nationale du pays, qu'on appelait l'Assemblée nationale révolutionnaire, était composée d'un paysan qui représentait chaque district, l'équivalent des communes aujourd'hui. Je vous le dis, un paysan représentait chaque district. Je dis ce qui représente aujourd'hui nos communes. Chaque travailleur ouvrier représentait également le collectif des travailleurs ou des artisans de chaque localité, de chaque district. Ce qui représente aujourd'hui également la commune. Quand je vous parle ainsi, c'est pour vous dire que nous étions retrouvés avec une assemblée révolutionnaire de près de 400 membres. Je vous dis bien, près de 4 membres qui se réunissaient uniquement 2 fois l'an, il faut le reconnaître. Mais il y avait un comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire qui faisait office, disons, de représentation de l'Assemblée nationale révolutionnaire entre les 2 sessions de l'année. Et ce comité permanent était composé d'à peine une trentaine de personnes, tout au plus. J'ai appartenu à ce comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire en ma qualité de secrétaire général adjoint du comité permanent. Comment on m'a désigné, moi, pour être à l'Assemblée nationale révolutionnaire? La première fois, mon premier mandat était un mandat où je représentais les cadres A de l'administration. Ces cadres A m'ont désigné au niveau d'Abomey-Calavi, où nous étions 10. Puis les 10 du département de l'Atlantique se sont retrouvés à la préfecture à Cotonou, avec ceux d'Alada, ceux de Ouida,
ceux des 6 Cotonou. À l'époque, Cotonou était divisé en 6, avec ceux des 6 Cotonou. Et c'est les 10 qui sont venus de chacune de ces communes qu'on appelait à l'époque districts, qui ont ensemble désigné les 10 qui vont les représenter au niveau national. Les 10 cadres, catégorie A de l'Atlantique, se sont retrouvés donc à la préfecture et ils ont désigné 10. Et j'ai pu être désigné parmi les 10. Je vous dis, monsieur, il n'y avait aucune combine, il n'y avait aucune directive du parti, il n'y avait aucune magouille. C'est-à-dire que chacun y allait et se présentait avec ce qu'il était et non avec ce qu'il avait. Chacun y allait avec ce qu'il était et non avec ce qu'il avait. Je vous dis, monsieur, du carburant que j'ai mis dans mon véhicule pour aller de Calavi à la préfecture de Cotonou, je n'ai pas dépensé 1 franc pour me faire désigner parmi les 10 de l'Atlantique. Puis, les 10 des 6 provinces, aujourd'hui, qu'on appelle département, les 10 de chaque province, donc de chaque département, se sont retrouvés à 60. Nous nous sommes retrouvés à 60, à la maison des peuples de Cotonou 2. Et cette maison des peuples de Cotonou 2 est celle qui est en face de l'église d'Akpakpa, là. Sacré-Cœur, c'est ça? Le Sacré-Cœur, exactement. Et au carrefour, là. Oui. La maison du peuple, là, se trouve en face, ou presque en face, du Sacré-Cœur à Akpakpa. Alors, c'est dans cette maison du peuple que nous nous sommes retrouvés les 60, c'est-à-dire les 10 désignés par les provinces. Et c'est en notre sein des 60 là que nous avons désigné enfin 10 pour aller à l'Assemblée nationale révolutionnaire. J'ai eu la chance d'avoir été le premier des 10 qui ont été désignés au niveau national pour représenter les cadres A de l'administration publique. Les cadres de la catégorie C étaient représentés. Les cadres de la catégorie D étaient représentés. Les cadres de la catégorie B étaient représentés à cette Assemblée nationale révolutionnaire. Les femmes étaient représentées. Les femmes de Dantopa, les femmes de Bégamé, les femmes de Kanhi, les femmes de Gladoué, les femmes de Malanville, les femmes de Topa, de Wando, etc., étaient toutes représentées. L'armée elle-même était représentée selon les différentes catégories des corps de soldats. C'est-à-dire que les hommes de troupes étaient représentés à l'Assemblée. C'était les plus nombreux parmi les militaires. Les sous-officiers, puis après les officiers, puis après les officiers supérieurs étaient également tous représentés à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Les professeurs d'université étaient représentés à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Les étudiants de l'Université nationale du Bénin étaient également représentés à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Si mes souvenirs sont exacts, c'était à l'époque les Saint-Goueton Lazare et autres jeunes gens avec lesquels nous avions maillé à partir, nous, organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin. Parce que c'était nos vis-à-vis à l'université. C'était les plus révolutionnaires de nous, les révolutionnaires. C'est-à-dire à l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient encore plus à gauche que nous. Ils étaient plus à gauche que nous. À l'époque, nous avons eu affaire aux communistes du Dahomey. Donc, qui étaient encore plus à gauche que nous, du PPB. Alors, je vous dis, monsieur le journaliste, regardez toute cette représentation des différentes catégories et des couches sociales, socio-professionnelles de notre pays à l'Assemblée nationale révolutionnaire. C'est jamais vu. Alors, quand je parle de mobilisation du peuple, c'est de ça qu'il s'agit. À l'époque, pour être le délégué du quartier ou le chef de village, il fallait monter sur une table, monsieur. Il fallait monter sur une table. Et quand vous montiez sur la table, c'est la population de votre quartier ou de votre village qui vous appréciait. Si vous étiez une mauvaise personne, on vous le disait ce jour-là. Si vous étiez apprécié par la population, on vous le démontrait également ce jour-là. Moi, j'ai été témoin dans Cotonou, dans le quartier du CSP, de quelqu'un qui voulait monter sur la table. Parce que je faisais partie de la supervision de cette élection locale. Un de ses voisins de quartier est allé lui dire, Merao, effectivement, le type est resté tranquille. Quand je me suis renseigné après, il était apparu que ce monsieur était un coureur de femmes d'autrui dans le quartier. C'est-à-dire que la plupart des hommes mariés le connaissaient. Et le connaissaient qualité coureur de femmes d'autrui. Donc, il ne pouvait pas monter sur la table. Celui qui volait aussi les poulets dans le village, dans le quartier, ne pouvait monter sur la table. C'est des gens honnêtes, désignés directement par le peuple.
Mais vous voulez dire quoi? Mais dites-nous, qu'est-ce que l'armée va faire à l'Assemblée nationale, les hommes en uniforme? Les hommes en uniforme vont défendre les intérêts de leur corporation, de la même manière que les professeurs d'université allaient défendre les intérêts de leur corporation, de la même manière que les étudiants, de la même manière que les femmes de Dantopa, de la même manière que les paysans que je vous ai cités, les artisans que je vous ai cités, qui tous étaient représentés à l'Assemblée nationale. Et pour participer à l'exercice d'une vision commune sur la construction du pays. C'était cela, la révolution. Et le parti de la Révolution populaire du Bénin, le PPB, s'était donné comme mission d'unir la pensée politique du peuple. Bon, on me dira que c'est un grand rêve. On me dira que c'est une utopie. Mais quand même, cela faisait partie des missions que le PPB s'était confié, d'unir la pensée du peuple sur le plan du développement et sur le plan de l'avenir du pays. Dites-moi, monsieur, avec tout ce que je vous ai dit, là, vous pensez qu'il puisse y avoir aujourd'hui, avec le renouveau démocratique, multipartisan, avec le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous avons même connu un parlement monocolore, avec 2 partis siamois, vous pensez qu'il puisse y avoir une meilleure représentation du peuple? Oui, mais il y en a aujourd'hui qui font le lien entre la situation actuelle et ce qui s'est passé au cours de la Révolution, parce que vous avez dit tout ça, c'est beau, mais c'est quand même un seul parti, le parti unique. Je le conçois, c'est le parti unique, mais c'était le parti de tout le monde. C'est le parti unique, c'est vrai, mais c'était le parti de tout le monde. Cela dit, je ne vous dis pas que tout ce qui avait été fait dans cette période-là était rose. J'en conviens, ce n'était pas du tout rose. D'ailleurs, c'est même à la fin de l'expérience révolutionnaire du PPB que beaucoup de choses sont apparues, et à nos yeux, et à nos oreilles. Parce que beaucoup de choses se faisaient sans que nous puissions nous-mêmes nous en rendre compte. À l'époque, beaucoup de choses se passaient sans que nous puissions nous-mêmes, à l'époque, nous en rendre compte. Oui. Je ne me soustrais ou me désolidariser bien plus. Je suis partie prenante. On va revenir sur ces choses, mais en attendant, c'était un pays que tous ensemble vous avez souhaité, je dis vous, les révolutionnaires, vous avez souhaité construire, mais dans le même temps, il y a certains que vous appeliez anarcho-gauchistes, qui étaient les gens rangés à part, si on peut ainsi dire. Oui, c'est ceux-là que nous traitions à l'époque d'anarcho-gauchistes. Pourquoi? Oui, pour la simple raison que nous avons choisi le marxisme-léninisme comme idéologie qui devrait guider les actions du peuple et de ses dirigeants. Les membres du Parti communiste aussi se réclamaient du même marxisme-léninisme. La différence entre nous, c'était que nous étions au pouvoir après le coup d'État du 26 octobre 1972, auquel nous avons été par la suite associés par les militaires. Mais les communistes, eux, ils disaient non, que nous ne devions pas nous laisser associer par les militaires à la révolution, que nous devrions plutôt organiser l'insurrection populaire des masses de nos villes et de nos campagnes, que c'est cette insurrection-là qui devrait conduire à mettre en place un État révolutionnaire. Pour les communistes du PCD à l'époque, ce n'est pas les militaires qui vont organiser un coup d'État et qui va permettre donc au peuple de se libérer. Tant que le peuple n'arrive pas de lui-même au pouvoir à travers sa propre insurrection généralisée, pour le Parti communiste, il n'y avait pas de révolution. Voilà ce que nous opposait, monsieur. Et c'est pour ça que nous, à l'époque, nous les traitions d'anarcho-gauchistes. C'est-à-dire que nous sommes dans une posture de ceux qui géraient l'État avec les structures, avec les institutions, avec des femmes et des hommes engagés. Nous étions persuadés que nous le faisions avec le peuple et pour l'intérêt du peuple. Mais ils disaient non, que notre État ne pouvait pas être considéré comme un État révolutionnaire parce que nous n'émergions pas. Voilà, nous n'étions pas de l'émergence d'une insurrection populaire. Est-ce que ces différentes positions suffisaient pour traquer ces personnes-là, ceux du PCD, entendez, Parti communiste du Dahomey d'alors, devenir Parti communiste du Bénin, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils vous reprochent encore
Ce fait, et vous, Ousmane Batokor, on vous colle cette étiquette des gens qui sont contre la diversité d'opinion, notamment au cours de la Révolution. Vous comprenez, moi, je n'ai jamais été contre la diversité d'opinion sur la Révolution. Je n'ai jamais été contre. J'ai eu des collaborateurs dont je savais personnellement qu'ils n'étaient pas des militants du PPB, avec qui j'ai travaillé tout le temps. J'en connaissais même parmi eux qui appartenaient au Parti communiste du Dahomey. Mais moi, je n'ai jamais dénoncé personne. Ce n'est pas pour me laver les mains de ce qui s'était passé à l'époque. Mais lorsque le Parti communiste trouve dans sa lutte qu'il faut détruire le patrimoine public, trouve dans sa lutte que lorsqu'on déclenche une grève, que les travailleurs qui se refusent d'aller en grève doivent être aspergés d'acide, parce qu'il y en a eu. Il y a des travailleurs qui, ne voulant pas aller en grève, se sont retrouvés aspergés d'acide. Ils en ont gardé les séquelles. Ils en gardent encore aujourd'hui des séquelles pour ceux qui sont encore vivants et qui sont à la retraite. Quel que soit l'état dans lequel cela se passe, je ne vois pas un seul responsable qui va laisser ce genre de pratique-là se poursuivre. Quand il y en a parmi les militants du PCD qui vont mettre ce que j'appelais des explosifs fabriqués dans certaines administrations publiques, ne serait-ce que pour exprimer ou manifester leur opposition face à ce qui se passait, je ne vois pas un État qui va rester non plus les bras croisés et laisser faire. C'était, comme on dit en langage commun, mais c'était à prendre ou à laisser. À l'époque, entre nous, avec le Parti communiste du Dahomey, c'était à l'époque à prendre ou à laisser. Donc la réponse était la réponse était de les torturer. Personne n'a dit de torturer quelqu'un. Je vous le dis. Mais donc ils n'ont pas été torturés. Personne n'a dit. Non, je dis personne n'a dit de torturer quelqu'un. Bon, maintenant, lorsqu'un chef de poste de commandement opératoire, qu'on appelait à l'époque PCO, se trouve avec des personnes qu'on lui a confiées et afin de les amener à dire la vérité sur leurs pratiques, je ne suis pas de ceux qui vont dire à ce chef du PCO d'utiliser les moyens extra-légaux pour obtenir ou des aveux, pour obtenir des informations. Cela n'a jamais été écrit nulle part. Il n'a jamais été écrit nulle part qu'il faut torturer des gens. J'ai su que des gens ont été torturés. Je l'ai su. Mais je ne peux pas dire que j'ai été de ceux qui ont donné leur accord pour torturer des personnes. Je n'ai jamais été. Mais je dis que je suis comptable de tout ce qui s'est passé à l'époque. Ousmane Batokor, le temps passe très vite. Nous allons dire maintenant ce qui n'a pas marché pour que ce régime que vous avez tant aimé échoue. Bon, je vais vous dire qu'à nos débuts, nous avions un budget de l'État. Nous avions, sur près de 7 exercices successifs, nous avions des budgets excédentaires de l'État. Et quand je dis, c'est pas des broutilles, c'est des excédents de l'ordre à l'époque, ce que j'en entendais personnellement, de 15 à 20 milliards, 15 milliards d'excédents, 20 milliards d'excédents. Ça s'est passé dans ce pays, monsieur le journaliste, que cela s'est passé dans ce pays. Le Bénin avait été géré, je dis, sur près d'une décennie avec des budgets excédentaires. Mais après la Révolution, on n'a jamais entendu Dahomey où le Bénin avait eu un budget excédentaire. Mais lorsque des gens ont décidé à l'époque pour organiser l'attaque de la Révolution à travers cette agression impérialiste du 16 janvier 1977, dont je ne voudrais plus citer les commanditaires et les auteurs, et que Cotonou a été secoué par des tirs de gros calibre dans une tentative de remise en cause de la Révolution. Quand des personnes se disant béninois ou béninoises se retrouvent à exécuter un acte d'agression de ce genre-là, il n'y a aucun État qui va se croiser les bras, monsieur. Et nous étions au front à l'époque. Moi et certains de mes collègues, nous étions en formation militaire au camp de Ouida. Quand cette attaque-là a eu lieu, on nous a distribué des armes. Tous soldats, frères que nous étions là, à peine on savait mettre une balle dans un MAS 36. On nous a envoyé au front. Je suis resté, monsieur, 10 jours entre Hoyagwe et Atiémé, entre le lac Aémé à Hoyagwe et le fleuve Mono à Atiémé, à patrouiller
nuit et jour, sans me laver, une dizaine de jours, monsieur le journaliste, au cours de cette agression armée impérialiste du 16 janvier 1977. Vous pensez que c'est des choses qui s'oublient? Et ensuite, ou à Paris, ou à Bruxelles, ou je sais pas, à Washington, qu'il ne faut pas qu'un régime comme celui de Mathieu Kérékou réussisse. Sinon, ça va faire de la contagion. Parce qu'il s'est trouvé qu'entre-temps, la révolution burkinabé a également vu le jour, Thomas Sankara paix à son âme, et que nos deux partis politiques, nous nous concertions tous les 3 mois, tantôt à Ouaga, tantôt à Cotonou. Nous échangeons nos expériences. Nous avions des contacts très serrés entre ces deux révolutions ouest-africaines. Mais il a été décidé qu'il fallait y mettre un terme. Sinon, c'est le Niger qui va être contaminé, c'est le Togo qui va suivre, c'est le Mali qui va en prendre sa part. Et on regarde déjà du côté de la Côte d'Ivoire en disant attention, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit touchée par ce virus. Et encore moins le Sénégal. C'est ce que les gens ont décidé de faire en sorte que la révolution béninoise, comme la révolution burkinabé, soit aidée. Et ils nous ont étouffés, effectivement. Je ne vous parle pas de ce qu'est le franc CFA. Et le rôle que le franc CFA jouait et joue encore aujourd'hui dans nos économies. Donc ils ont utilisé le franc CFA pour vous étouffer, vous voulez dire? C'est bien cela. Ils ont utilisé le franc CFA pour nous étouffer. Parce que malgré l'économie qui à l'époque était florissante, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une incapacité insoupçonnable à payer les salaires. Il semble que c'était notamment les cadres qui avaient volé le pays, parmi les camarades révolutionnaires. Non. Mais c'est vrai que nous avons notre part de responsabilité dans la dégringolade de l'économie. Mais ça, je vous le conçois. Parce qu'on avait créé des sociétés d'État, je dirais, à l'appel. Dans chaque département, dans chaque province à l'époque, il y avait 10 sociétés d'État qui étaient créées. J'avoue que ça n'a pas facilité la promotion de l'économie à l'époque. Mais c'est ceux qui avaient les ficelles de notre économie en main, et en particulier les Occidentaux, c'est eux qui ont décidé de nous étouffer avec le franc CFA. À l'époque, chers journalistes, il nous fallait seulement 1,5 milliard de francs CFA par mois pour payer les salaires des travailleurs. Seulement, je vous dis. Et il n'y en avait pas à un moment donné. On ne les a pas eus. Je vous dis, nous ne les avons pas eus. Les travailleurs sont restés de janvier, si mes souvenirs sont exacts, 1989 à décembre 1989 sans salaire. Ah oui. Ah ben oui. Des familles ont souffert. Il y en a qui ont été disloqués. Il y a des gens qui sont morts. Les hôpitaux n'avaient pas de produits pour soigner les populations. Les membres du corps médical aussi étaient préoccupés par ce qu'ils vont manger. Nous allons... Les familles à l'époque. Nous allons malheureusement chuter parce que le temps ne nous permet pas de donner encore d'autres détails. On va vous laisser nous dire quelques mots en chute. La seule chose que je voudrais dire quand même, oui, au regard de tout ce qui a été entendu, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été brodé à l'envie contre la révolution, je voudrais quand même, ça a été une période d'unité du peuple béninois. C'est vrai que des gens ont souffert, il y en a, n'est-ce pas, qui ont fui le pays, mais il y en a qui ont quitté par leur propre gré. Bon, il y en a qui ont quitté, qui avaient des situations qui avaient été créées et qui ne leur permettaient pas de continuer tranquillement, sans problème dans le pays. Mais c'est que tout cela, après, quand ils sont revenus, aussi bien ceux qui ont été obligés de partir que ceux qui sont partis de leur propre compte, mais tous ont été indemnisés. Tous, je vous dis, tous ont été indemnisés. Ah bon? Autant qu'ils sont. Oui. Des fonctionnaires qui sont partis d'eux-mêmes, à leur retour, ils ont été reclassés. Avec rappel de salaire. Des officiers qui sont partis d'eux-mêmes ont été reclassés, ils ont pris leur grade. Ils sont devenus des colonels. Avec rappel sur salaire. Des hommes d'affaires qui étaient partis ont été dédommagés, ont été indemnisés. Vous comprenez? Mais pour dire grosso modo que cette période de la Révolution était une période d'expérience exaltante. Et
Aujourd'hui encore, on continue d'en parler. On continue encore d'en parler. Mais je suis en bien. On voit Parce que parfois, il m'arrive d'être très heureux quand j'entends les travailleurs de nos différents syndicats entendre la chanson. Nous ne pouvons plus reculer. Je dis, ça c'est bien ça. On a beaucoup à dire avec vous sur ces sujets. On promet d'y revenir les fois à venir. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous étiez de 1977 à 1981 le chef de district de Sabalou, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de 1985 à 1988. Ensuite, vous avez été ministre de l'Information et de la Communication de 1988 à 1990. En tout cas, merci de m'avoir donné cette occasion rare, je vais dire. Ah oui. Oui. Depuis la fin de la Révolution, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler comme ça. On va y revenir, comme je le disais, parce que vous avez beaucoup à nous confier. Vous êtes un grand camarade, ou on peut dire vous étiez un grand camarade révolutionnaire et récemment ou précédemment. Je le suis encore aujourd'hui. Vous l'êtes encore, d'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais merci, à bientôt. Mesdames et messieurs, cette émission, c'était en collaboration avec Virgile Larouancet et Samuel Rundio. Devant ce micro, Edouard Nyansounou, je vous remercie. On se retrouve très prochainement.